La bague en diamant de ma tante a disparu et, au lieu de la chercher, elle m'a pointé du doigt, prétendant que je l'avais volée. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle avait une caméra, et j'ai fait en sorte que la police la vérifie. Suivez-moi pendant que je partage mon histoire. Et si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en lançant un j'aime et en la partageant avec vos proches. Tout a commencé pendant les vacances de printemps. J'étais chez ma tante Sharon dans le Wisconsin. Elle m'a invité à rester quelques jours pour prendre des nouvelles de la famille. Je pensais que ce serait relaxant, juste des films, des repas maison et du temps avec mes cousins. Mais cette paix n'a pas duré longtemps. Le deuxième jour, je sortais de la salle de bain quand j'ai entendu Sharon crier depuis sa chambre. Une minute plus tard, elle arriva d'un pas lourd dans le couloir, tenant un écrin vide à la main. Son visage était rouge et sa voix faisait trembler les murs. Elle a disparu. Ma bague en diamant a disparu. Cria-t-elle. Tout le monde s'est précipité. Mon oncle Case, mes cousins Troy et Maddie, et même mes parents, qui étaient venus me rendre visite. Puis, devant tout le monde, Sharon m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé « Callie, où est-ce » Je suis resté figé. Quoi? Ma bague. Celle que je garde toujours dans cette boîte. Tu étais dans ma chambre hier, en train de plier tes vêtements. Niemens passe. Admets-le. Je ne pouvais pas parler. Je n'avais touché à rien. Je n'avais même pas ouvert un tiroir. J'ai regardé autour de moi, espérant que quelqu'un me défendrait. Mais la pièce était silencieuse. J'avais l'impression que le sol s'était ouvert sous mes pieds. Personne d'autre ne s'en approchait, poursuivit-elle. Seulement Callie. Le reste de la famille a commencé à chuchoter. Mon cousin Troy m'a lancé un regard étrange. Mon père n'a rien dit. Ma mère avait l'air perplexe. Je me sentais tout petit, comme si je me réduisais à néant. J'ai essayé de dire que je n'avais rien fait, mais ma voix tremblait et était faible. J'avais envie de pleurer, mais quelque chose clochait. Pourquoi m'accusait-elle si vite? Pourquoi était-elle si sûre que j'étais coupable? Et puis je me suis souvenu de quelque chose. Une lumière rouge clignotante dans la chambre d'amis où je logeais. Une petite caméra, installée dans un coin. Je l'ai remarquée dès la première nuit, mais je n'y ai pas prêté attention. Maintenant, je ne pensais plus qu'à ça. Si cette caméra avait fonctionné comme je le pensais, elle aurait tout enregistré. Peut-être même qui avait pris la bague, où elle était allée. Je me suis tu et j'ai hoché la tête. Je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient. Mais dans ma tête, je préparais déjà ma prochaine action. Laissons-les parler. Laissons-les chuchoter. La vérité était gravée sur une carte mémoire quelque part dans cette maison, et j'allais la trouver. Après l'accusation, tout a changé. Mes parents, Victor et Denise, ne m'ont même pas demandé si c'était vrai. Ils m'ont juste regardé avec un étrange mélange de déception et de gêne, comme si j'avais fait quelque chose de honteux et qu'ils ne voulaient pas y être mêlés. Ma mère m'a à peine regardé dans les yeux. Mon père a juste dit « On parlera à la maison », à voix basse, et il est parti. Troy, mon cousin, plaisantait tout le temps avec moi. Maintenant, il me lançait des remarques désobligeantes à chaque fois que je passais. « Ferme bien tes portes », murmura-t-il une fois, assez fort pour que je l'entende. Je me retournai et le fixai, espérant qu'il se rétracterait, mais il eut un sourire narquois et s'éloigna. Maddie, la plus jeune de la maison, s'asseyait à côté de moi pendant les repas de famille, me montrant toujours ses dessins ou me posant des questions sur ses études. Maintenant, elle levait à peine les yeux de son téléphone. Quand je lui disais bonjour, elle esquissait un faible sourire, puis se détournait. Ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. J'ai essayé de parler à Jessie, mon petit ami. Au début, il semblait me soutenir. Il m'a envoyé un texto disant « Je te crois », mais quand on s'est parlé au téléphone ce soir-là, sa voix était différente. « Callie », a-t-il dit lentement, « dis-moi juste la vérité. Si tu l'as pris, on peut arranger ça. J'ai juste besoin de savoir. » J'ai raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais seul dans cette situation. Même la seule personne que je croyais être de mon côté avait des doutes. Quelques heures plus tard, oncle Case a frappé à ma porte. « Il vaut mieux que tu rentres chez toi, Callie », m'a-t-il dit, le temps que tout soit réglé. J'ai hoché la tête et emballé mes affaires, les mains tremblantes. Je ne savais même pas ce que j'avais fait pour mériter ça.
J'étais venu rendre visite à ma famille. J'avais tout fait comme il fallait. Et maintenant, on me traitait comme un criminel. En fermant la portière de la voiture et en regardant la maison, j'ai senti quelque chose changer en moi. Je n'étais pas seulement triste. Je n'étais pas seulement humilié. J'étais en colère. Je suis rentré chez moi en pleurant. Mais au fond de moi, une pensée restait claire et nette. Ils la croyaient tous, mais ils allaient le regretter. De retour à la maison, tout semblait calme, mais pas paisible. C'était le genre de silence qui vous serre la poitrine et rend vos pensées trop bruyantes. Je suis resté dans ma chambre presque toute la semaine. Je ne suis pas sorti. J'ai à peine mangé. Mon téléphone vibrait de messages, mais je n'avais pas l'énergie de répondre. À la fac, mes amis ont immédiatement remarqué le changement. « Ça va ?» a demandé ma colocataire Jenna. « Je suis juste fatigué. » Ai-je menti? En vérité, je n'étais pas seulement fatigué. Je me sentais brisé. Je repensais sans cesse à ce moment. La voix accusatrice de Sharon. Les regards de mes parents. Le commentaire sarcastique de Troy. Le doute de Jessie. J'ai pensé à Maddie évitant mon regard comme si j'étais quelque chose d'effrayant. Tout tournait en boucle dans ma tête comme un mauvais rêve. Et pour couronner le tout, Sharon n'avait pas fini. Des amis de la famille m'ont appris qu'elle continuait à propager ce mensonge. Elle racontait que j'avais volé sa bague et que je l'avais probablement vendue. Elle avait le cœur brisé qu'une personne si proche trahisse sa confiance. Elle a même dit à tout le monde qu'elle avait été trop gentille de me laisser entrer chez elle. Je ne savais pas comment me défendre. Je n'avais aucune preuve. Mais je me suis souvenu de quelque chose, la lumière rouge clignotante dans la chambre d'amis. Il était là depuis tout mon séjour chez elle. Au début, je ne savais pas exactement ce que c'était, mais soudain, je m'en suis souvenu clairement. On aurait dit une petite caméra de surveillance. Je l'avais même remarqué pointée vers la porte du couloir et la commode. Mon cœur s'emballa. Et s'il avait capté quelque chose? Et si cette petite lumière était la seule chose qui me séparait de la vérité? J'ai commencé à chercher en ligne. Je me souviens que Sharon se vantait, il y a quelques mois, d'avoir rénové sa maison. Elle avait publié un article sur Facebook. Elle disait qu'elle se sentait plus en sécurité que jamais grâce à son nouveau système de sécurité. J'ai parcouru ses anciens messages et voilà, une photo de la boîte dans laquelle son système était livré. Et une légende qui disait « Audio complet ET vidéo déclenché par le mouvement ». Enfin, audio complet. Vidéo déclenchée par le mouvement. Mon esprit s'est mis à s'emballer. Si ce système fonctionnait pendant que j'étais là, alors il a dû tout détecter. Quand j'étais dans la pièce. Quand elle l'était. Peut-être même quand elle a caché la bague elle-même, si c'est ce qu'elle a fait. J'ai cessé de me sentir impuissante. Ma tristesse ne s'est pas dissipée, mais elle n'était plus sous son contrôle. Quelque chose de plus intense a pris sa place, l'espoir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. J'ai alors su que je devais agir. Pas crier. Ne publiez pas en ligne. Ne provoquez pas de drame. Prouvez simplement la vérité. Tranquillement. Clairement. Laissez Sharon continuer à parler. Que chacun pense ce qu'il veut. J'allais découvrir ce que cette caméra voyait. Et une fois que je l'aurais découvert, tout changerait. Je suis entré au commissariat, les mains tremblantes et l'estomac noué. Tout en moi voulait faire demi-tour et rentrer chez moi. Mais je savais que je ne pouvais pas vivre comme ça. Ma propre famille m'a traité de voleur. Je suis allé à la réception et j'ai demandé à parler à quelqu'un pour déposer une plainte. Quelques minutes plus tard, j'étais assis en face de l'agent Marlène Hobbs. Elle semblait avoir la quarantaine avancée, avec des cheveux courts et bouclés et un regard doux mais fatigué. Elle m'écoutait attentivement pendant que je lui expliquais tout. Comment ma tante Sharon m'avait accusé de lui avoir volé sa bague en diamant. Comment ma famille est devenue froide. Et comment je me suis souvenu avoir vu une lumière rouge clignotante dans la chambre d'amis. Alors tu crois qu'il y a des images de surveillance de la maison de ta tante qui pourraient te blanchir? Demanda-t-elle en haussant un sourcil. Oui, dis-je d'une voix tremblante. Elle avait installé un système de sécurité il n'y a pas longtemps. Il est équipé d'un système audio et vidéo. Je pense que ça pourrait montrer qui a vraiment pris la bague. Elle ne m'a pas bousculé. Elle n'a pas levé les yeux au ciel ni détourné le regard. Elle hocha lentement la tête et dit «
Bon, on va faire un rapport et on verra bien. Après avoir tout signé, l'agent Hobbs a dit qu'il contacterait Sharon pour obtenir l'autorisation de visionner les images. Mais je n'étais pas pressé. Je savais à quel point ma tante pouvait être têtue. Et j'avais raison. Quand ils l'ont appelée, Sharon était faussement inquiète. Elle leur a dit qu'elle ne pensait pas que ce soit nécessaire. Elle a prétendu que j'étais perdu et que je traversais une période difficile. Elle a même ajouté qu'elle était déjà passée à autre chose et qu'elle ne voulait pas causer plus de problèmes. Je pensais que ce serait la fin. Mais l'agent Hobbs ne l'a pas laissé passer. Elle a rappelé. Encore. Et encore. Et après quelques jours, Sharon a finalement cédé. Elle pensait probablement que les images la soutiendraient et me montreraient en train de fouiner. J'imaginais son air suffisant quand elle a acquiescé. Elle pensait vraiment prouver ma culpabilité. Mais elle ignorait ce que la caméra avait réellement filmé. Et j'ignorais totalement que la vérité allait la frapper plus durement qu'elle ne l'aurait cru. Quand l'agent Hobbs m'a appelé pour me demander de revenir au poste, je ne savais pas quoi penser. J'avais l'estomac retourné pendant tout le trajet. Je n'arrêtais pas de me demander, et si les images étaient floues? Et si elles ne montraient rien du tout? Et si tout cela était une perte de temps? Mais au fond de moi, je m'accrochais à une lueur d'espoir. J'avais besoin de prouver que je n'étais pas le menteur qu'il disait. L'agent Hobbs m'a accueilli à l'entrée, l'air sérieux. Sans sourire. Pas de bavardage. Viens avec moi, dit-elle doucement. Elle me conduisit dans une petite pièce où un écran était déjà installé. Je me suis assis et elle a appuyé sur Play. C'était là. Le salon de la maison de ma tante. Quelques jours avant mon arrivée, Sharon entra, vêtue d'un peignoir et tenant une tasse de thé. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, puis se dirigea vers la cheminée où se trouvait habituellement le petit écrin en bois pour la bague. Elle l'ouvrit, sortit la bague en diamant et marqua une pause. Puis vint le moment qui me figea tout entier. Elle murmura dans sa barbe, juste assez fort pour que le micro de la caméra capte. « Voyons voir si tu aimes être le mouton noir, Cali. Ça t'apprendra. » Ma main vola à ma bouche. Je ne pouvais plus respirer. Elle n'avait pas seulement menti à mon sujet. Elle avait tout planifié. Elle voulait que je me sente humilié. Elle voulait que tout le monde se retourne contre moi. Dans la séquence suivante, elle se dirigea droit vers son nécessaire à couture dans le placard du couloir, souleva le plateau supérieur et glissa l'anneau sous des bobines de fil. Elle a fermé le kit, s'est éloignée, et c'était tout. Personne d'autre n'apparaissait sur la vidéo. L'agent Hobbs a mis la vidéo sur pause. « Je suis désolé que tu aies vu ça, » dit-elle. « Ce n'était pas juste un malentendu. Cette femme t'a piégé. » J'ai senti des larmes brûlantes me monter aux yeux. Pendant des jours, je me suis interrogé. Je me suis demandé ce que j'avais fait de mal. Si j'avais dit quelque chose qui aurait pu me faire détester par Sharon, mais maintenant, je connaissais la vérité. Ce n'était pas à cause de ce que j'avais fait. Il s'agissait de qui elle était. Une cruauté délibérée. Une trahison froide et calculée. J'étais assise là, tremblante, tandis que le poids de tout me frappait d'un coup. Ma famille la croyait. Ils me regardaient comme si j'étais une ordure. Et pendant tout ce temps, elle riait en privé. Ce moment a tout changé. Et je savais que ce n'était pas fini. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas publié de coups de gueule en ligne, ni frappé à la porte de ma tante en hurlant, comme une partie de moi le souhaitait. J'en avais assez d'être perçue comme émotive ou dramatique. Alors, je suis resté calme. J'ai regardé l'agent Hobbs et lui ai dit « Pouvez-vous lui montrer les images ?» Officiellement, elle a acquiescé. On peut lui rendre visite. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Une semaine plus tard, j'ai reçu l'appel. L'agent Hobbs et un autre officier s'étaient rendus au domicile de Sharon avec une copie des images. Ils lui ont dit qu'il ne s'agissait pas encore d'une enquête criminelle. Mais ils voulaient lui donner une chance de s'expliquer. Sharon, apparemment pleine d'assurance, a ouvert la porte et les a accueillis jusqu'à ce qu'elle voie l'ordinateur portable. D'après Hobbs, son visage a changé dès qu'ils ont appuyé sur lecture. Son sourire suffisant s'est estompé. Elle s'est tue, puis a essayé d'en rire en disant « Ah, ça? C'était juste une blague entre mon mari et moi. » On allait faire une blague à Cali. Mais les policiers n'y ont pas cru. Elle n'a pas eu grand-chose à dire après ça, m'a dit Hobbs.
Elle savait qu'elle était prise. Cette image, celle de ma tante, pâle et cherchant des excuses, m'a apporté plus de paix que n'importe quel message de vengeance. Je n'avais pas besoin de crier ni de faire mes preuves en ligne. J'avais maintenant des preuves concrètes et tangibles. Et la police les avait vues. Ce qui a aggravé les choses, c'est qu'elle ne s'attendait pas à ce que je riposte. Elle pensait que j'allais pleurer et disparaître. Elle n'aurait jamais imaginé que j'irais voir la police. Ou que la petite caméra qu'elle avait installée se retournerait contre elle. C'était le meilleur. Son propre plan l'avait trahi. Je ne voulais pas gâcher sa vie. Je voulais juste retrouver ma vérité. Et maintenant, elle était connue. Pas encore aux yeux du monde entier, mais aux yeux de ceux qui comptaient. La loi le savait. Et bientôt, le reste de ma famille le saurait aussi. Ce n'était pas seulement une victoire. C'était un tournant. Je n'étais plus la nièce silencieuse. J'étais celle qui se levait. Et pour une fois, elle devait s'asseoir et regarder. La vérité finit toujours par éclater. Même si cela prend du temps. Après que la police a confronté tante Sharon aux images, tout a commencé à s'effondrer. La nouvelle s'est vite répandue dans la famille. Je n'ai rien publié ni fait d'annonce importante. Je n'étais pas obligé de le faire. D'une manière ou d'une autre, tout le monde s'est mis à chuchoter. Mon cousin 3 a arrêté de publier ses citations vagues sur la loyauté familiale et la confiance difficile à regagner. Il ne m'a pas envoyé de SMS. Il ne s'est pas excusé. Il a simplement disparu de ma vie. Et honnêtement, ça ne m'a pas dérangé. Puis, quelques jours plus tard, mon téléphone a vibré, un message vocal est apparu. C'était Maddy. Sa voix tremblait à travers le message. « Cali, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas quoi penser quand tante Sharon m'a dit ça. J'aurais dû dire quelque chose. Je ne voulais juste pas avoir d'ennui. Mais je te crois. Je t'ai toujours cru. S'il te plaît, rappelle-moi. » J'ai pleuré en l'entendant. Non pas parce que ça a tout arrangé, mais parce que ça m'a rappelé que tout le monde ne s'est pas détourné par cruauté. Certains étaient figés. D'autres ne savaient plus se relever. Et Maddy, elle n'était encore qu'une enfant. Je pouvais pardonner ça. Plus tard dans la soirée, mon père est venu dans ma chambre. Il avait l'air plus âgé que d'habitude. Fatigué comme s'il n'avait pas dormi, il s'assit au bord de mon lit et fixa le sol un long moment. « J'ai échoué, » dit-il doucement. « Quand ta mère m'a raconté ce que Sharon avait dit, je l'ai cru. Je ne t'ai même pas demandé ton avis. Et c'est de ma faute. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste laissé le silence s'installer entre nous. J'avais besoin de plus que des mots. Mais l'entendre dire, ça signifiait quelque chose. Mais le silence de Jessie, cela disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne m'a jamais contacté. Pas de SMS. Pas d'appel. Non, et, désolé d'avoir douté de toi. Rien. Il m'avait promis un jour qu'il croyait en moi. Qu'il me soutiendrait. Mais quand les choses se sont compliquées, quand ça a vraiment compté, il a disparu. Un soir, j'ai regardé nos vieux messages, relisant les mots doux qu'il avait l'habitude de dire. Et puis, sans colère ni drame, j'ai bloqué son numéro. Comme ça. Non pas par dépit, mais parce que j'ai enfin vu la vérité. Tout ça m'a montré qui était vraiment de mon côté. Qui m'aimait. Et qui n'aimait que la version de moi qui restait discrète et simple. Perdre des gens est douloureux. Mais savoir qui se souciait vraiment de moi, c'était ça la vraie victoire. Et je n'allais pas perdre une seconde de plus à courir après les mauvaises personnes. L'image soigneusement travaillée de tante Sharon n'a pas tardé à s'effondrer. Une fois la vidéo révélée par la police et la nouvelle répandue, les mêmes personnes avec qui elle échangeait des ragots ont cessé de la rappeler. Son groupe religieux, où elle était autrefois perçue comme un pilier de générosité et de grâce, lui a peu à peu tourné le dos. Ils ne le lui dirent pas en face. Mais le silence était pesant. Les invitations cessèrent. Les regards se sont tournés vers elle. On parlait dans son dos, comme elle parlait autrefois des autres. Même sa meilleure amie de l'église, mademoiselle Linda, a dit à ma mère, « On a tous vu la cassette. On ne peut pas la défendre. Cette pauvre fille. » Sharon a essayé de limiter les dégâts. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'un malentendu, que la caméra était peut-être défectueuse, qu'elle était simplement confuse lorsqu'elle a porté cette accusation. Mais tout le monde le savait.
Et personne n'y croyait. Le coup le plus dur fut porté par son propre mari, Case. Il n'en disait pas beaucoup en public. Mais un jour, il a fait ses valises et a emménagé chez son frère pour un temps. C'est en tout cas ce qu'il a raconté aux voisins. Mais la nouvelle s'est vite répandue. On disait qu'il avait honte. On disait qu'il ne voulait pas être associé à ce qu'elle avait fait. J'ai appris plus tard par Maddie que Sharon avait pleuré pendant des jours après son départ. Elle était assise dans le salon, rideau tiré. La maison était silencieuse. Même pas la télévision allumée. Pour une femme qui se faisait autrefois le centre de chaque réunion de famille. De chaque appel téléphonique. À chaque fête. Soudain, elle n'avait plus personne. Je ne célébrais pas sa douleur. Mais je n'étais pas désolé non plus. Elle s'est infligée ça elle-même. La même manipulation qu'elle a utilisée sur moi. Pour me faire honte. Pour m'isoler. Il est revenu. Et maintenant, c'était elle qui était laissée de côté. Seule. Certaines nuits, je me demandais à quoi elle pensait. Si elle le regrettait. Si je lui manquais. Si elle m'avait vraiment aimé. Mais surtout, je me sentais libre. Elle voulait me briser avec un mensonge. Au lieu de cela, sa vérité a brisé son monde. Et pour une fois, elle n'avait personne d'autre à blâmer qu'elle-même. Je ne voulais pas détruire tante Sharon. Je voulais qu'elle comprenne ce qu'elle m'avait fait. Et plus que ça, je voulais m'assurer que ça n'arrive à personne d'autre. Après la sortie de la vidéo. La vérité. L'embarras. Tout le monde s'attendait à ce que je porte plainte. L'agent Hobbs m'a même demandé à 2 reprises si je voulais suivre cette voie. Mais j'ai refusé. Il ne s'agissait pas de la mettre derrière les barreaux. Il s'agissait de lui faire ressentir ce qu'elle me faisait ressentir. Petite, impuissante. Et j'ai été exposé. J'ai donc intenté une action civile. Mon avocat, Maître Avery, a déclaré que nous avions un dossier solide pour détresse émotionnelle et diffamation. La vidéo était une preuve irréfutable. Les mois pendant lesquels Sharon a répandu des mensonges à mon sujet étaient documentés dans des textos, des courriels et même un message vocal qu'elle avait laissé par erreur sur le téléphone de ma cousine Maddie. Nous avions tout ce qu'il nous fallait. Sharon n'a pas beaucoup lutté au tribunal. Son avocat avait l'air fatigué. Elle avait l'air fatiguée. Peut-être savait-elle qu'il n'y avait aucune chance. Peut-être ne voulait-elle pas que l'humiliation se prolonge encore davantage. Quoi qu'il en soit, le tribunal a statué en ma faveur. J'ai obtenu une indemnisation modeste. Pas une somme qui changerait ma vie, mais suffisante pour payer quelques séances de thérapie, couvrir mes frais de scolarité pendant un certain temps et lui rappeler que les mensonges ont un prix. Mais le meilleur dans tout ça, le juge lui a ordonné d'écrire une lettre d'excuse officielle. Pas des excuses en demi-teinte ni des excuses indirectes. De vraies excuses écrites. Reconnaissant ce qu'elle a fait. Assumer ses responsabilités. Pas de drame. Pas de déviation. Des semaines plus tard, la lettre est arrivée dans une enveloppe ordinaire, mon nom inscrit dessus de son écriture familière. Je l'ai ouverte lentement, le cœur battant, sans savoir pourquoi. La lettre faisait 2 pages. Sharon a admis avoir pris une mauvaise décision, profondément regrettable. Elle a dit qu'elle essayait de donner une leçon, mais qu'elle n'avait pas réalisé les dégâts que cela causerait. Elle a admis qu'elle savait que je n'avais pas volé la bague, avant même de porter l'accusation. Elle a parlé d'un moment de faiblesse. J'ai tout lu une fois. Aucune larme. Pas de tremblement. Juste un calme étrange. Puis j'ai plié la lettre, je suis allé dans la cuisine et je l'ai jetée à la poubelle. Parce que je n'avais pas besoin de ces excuses. Je n'avais pas besoin de ces mots pour guérir. Le moment où j'ai choisi de me battre, avec vérité, avec silence, avec justice, a été celui où j'ai gagné. Tranquillement. Complètement. Les mois passèrent et la vie reprit son cours. Mais je n'étais plus la même fille que celle qui était arrivée chez tante Sharon pendant les vacances de printemps. J'avais traversé le feu, et au lieu de me transformer en cendre, j'en étais sorti en acier. J'ai changé de spécialisation pour me spécialiser en pré-droit. Cette expérience m'a montré la puissance de la vérité et le danger des mensonges quand on se tait. Je voulais aider les autres à riposter comme je l'ai fait. Pas en criant. Pas avec colère. Mais avec des preuves. Avec patience. Et avec cette justice qui perdure longtemps après la fermeture des tribunaux.
Mes amis de fac ont remarqué la différence. J'étais toujours moi-même. Toujours chaleureux et gentil. Mais maintenant, j'avais des limites. Je ne laissais pas les gens entrer si vite. Je ne croyais pas à chaque sourire ni à chaque mot. Et je n'en avais pas honte. La confiance, j'avais appris qu'elle se mérite. Pas distribuée comme des bonbons. Mes parents se sont excusés encore et encore. Surtout mon père. Il a admis qu'il aurait dû me soutenir dès le début. Et même si je lui ai pardonné, je n'ai jamais oublié à quelle vitesse il s'est refroidi. Ce souvenir est resté. Calme. VIF. Un rappel. Jesse n'est jamais revenu. Il n'a pas appelé. Il n'a pas envoyé de SMS. Je n'ai même pas envoyé de message à un ami. Et ce silence, il m'a tout dit. Je ne l'ai jamais poursuivi. Il ne m'a jamais manqué. Je méritais mieux. Et j'acceptais enfin d'être seul. Si c'est ce qu'il fallait pour trouver quelqu'un de vrai, quant à tante Sharon, elle se montre parfois aux fêtes de famille. Elle porte toujours des perles. J'essaie encore de faire semblant. Mais quand nos regards se croisent de l'autre côté de la pièce, je souris. Pas un sourire faux. Une connaisseuse. Parce qu'elle sait. Je sais. Elle a essayé de me briser. Mais elle m'a construit. Et ma meilleure vengeance n'a jamais été bruyante. Cela ne s'est pas fait en criant ou en claquant des portes. Cela s'est fait en silence. Avec des faits. La vérité est si haute qu'aucun mensonge ne pourrait l'atteindre. J'entre dans chaque pièce un peu plus fort maintenant. Et quand on me demande pourquoi j'ai choisi le droit, je réponds simplement, parce que parfois, la vérité a besoin d'être dite. Et j'ai enfin trouvé la mienne. Pensez-vous que Cali a eu raison de choisir la voie discrète vers la justice? Ou aurait-elle dû dénoncer publiquement sa tante? J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Et si des histoires comme celle-ci vous touchent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer.